Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce 19-20. Bagdad, mais aussi le sud et le nord du pays sous les bombes pour la 11e journée consécutive. Des raids aériens quasi ininterrompus sur la capitale irakienne. Plusieurs explosions ont encore secoué Bagdad en début de soirée. Les premières aides humanitaires commencent à être distribuées dans le sud irakien. À Bassora, les habitants manquent de tout, et notamment d'eau et de nourriture. Le premier attentat en Israël depuis le début de la guerre en Irak. Un kamikaze palestinien s'est fait exploser à Netanya. Une trentaine de personnes ont été blessées, dont 6 grièvement. Et puis l'Angleterre remporte le tournoi des 6 nations grâce à leur large victoire sur l'Irlande 42-6. Les Anglais décrochent également le Grand Chelem et succèdent aux Français vainqueurs de l'édition 2002. Au 11e jour de guerre, les forces américano-britanniques ne relâchent pas la pression sur l'Irak, bien au contraire. Les bombardements se sont encore intensifiés sur Bagdad, mais aussi au sud du pays. Le sud où les principales villes ne sont toujours pas aux mains de la coalition. À Nasiriyah, à Bassora ou encore à Nadjaf, de violents combats se poursuivent. Samassoula. Le cauchemar des soldats de la coalition. Les bombes humaines. Selon les forces américaines, ce serait à ce barrage sur la route de Nadjaf, à 150 km au sud de Bagdad, qu'un homme conduisant un taxi s'est fait sauter hier. 4 soldats de la 3e division d'infanterie sont morts, 11 selon les Irakiens. Arrêtez-vous sous peine de tir, prévient ce panneau. Les attentats suicides sont désormais une crainte majeure. À cause de tels actes, nous sommes contraints de limiter les routes pour les civils irakiens afin de protéger nos soldats. Bassora, toujours assiégée, a connu la nuit dernière d'intensifs bombardements aériens. Et toute la journée, elle a été le théâtre de tirs d'artillerie. Des tirs qui sèment parfois la panique au point de contrôle à la sortie de la ville. Les habitants continuent à fuir la capitale chiite. Fouille obligatoire, les hommes en âge de se battre n'ont pas le droit de regagner Bassora. Les troupes britanniques ont procédé à plusieurs arrestations sans que l'on en connaisse les motifs. Lors des combats autour de la ville, l'armée britannique aurait fait prisonniers des cadres militaires irakiens. Nous avons fait 5 prisonniers de guerre ennemis. Un colonel de la garde républicaine a été tué et plusieurs autres officiers de haut rang ont été faits prisonniers. Autour de Bassora, comme ici à Abou el-Kassib, les commandos anglais prennent position. Sur ces images filmées par l'armée britannique, la population ne semble pas hostile à l'arrivée de ces soldats surarmés. Aidés d'un traducteur, les soldats demandent s'il n'y a pas d'armes cachées dans le village. Plus au nord, à Nasiriyah, la coalition américano-britannique fait toujours face à une forte résistance. Dans la région, l'armée britannique a entrepris l'aménagement d'une piste d'atterrissage, le signe que des renforts s'imposent pour venir à bout de la détermination irakienne. Alors que les troupes au sol qui s'étirent maintenant sur plus de 300 km au sud de Bagdad semblent marquer une pause, les forces aériennes s'emploient à couper la garde républicaine de ses sources de ravitaillement. Sur cette route qui mène à la capitale, un village a été la cible d'un violent bombardement. Une quinzaine de civils auraient trouvé la mort. Magali Serre. C'était un petit village de paysans à 30 km au sud de Bagdad. Aujourd'hui, Zafarania n'est plus qu'un champ de ruines. Le résultat des bombardements de la coalition. Au milieu des décombres, les restes de quelques vaches. Ces fermiers ont tout perdu. Là-bas, il y a une famille qui a été décimée, plus de 17 personnes martyres. Il y a eu aussi 11 blessés et certains sont dans un état critique. À l'hôpital le plus proche, ce bilan est confirmé. Il y aurait une quinzaine de morts et une dizaine de blessés. Des enfants et des femmes, uniquement des civils, d'après ce médecin-chef. Ici, personne ne comprend pourquoi de simples paysans ont été la cible des forces anglo-américaines. Depuis que les bombardements se sont intensifiés sur Bagdad et sa périphérie, les promesses d'une guerre propre semblent aujourd'hui bien illusoires.
Et à l'ouest du pays, les forces spéciales américaines installent discrètement des bases et des pistes d'atterrissage loin des caméras de télévision. Le désert de l'ouest irakien est un objectif clé depuis le début de la guerre. Direction à présent le nord, où l'avancée des combattants kurdes est désormais stoppée aux abords de Kirkouk, la grande ville pétrolière pilonnée par les bombardiers pour ouvrir la route au Peshmerga. C'est le cas également à Mossoul. Nora Boubetra. Les frappes sont incessantes. Cet après-midi encore, les B-52 ont largué un tapis de bombes. Une vingtaine au total. De l'autre côté de la montagne, les Kurdes assistent à un spectacle désormais quotidien. Cette fois encore, les bombes visaient la région de Mossoul, en territoire irakien. 5 raids au total ce matin, affirme la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. L'aviation anglo-américaine se concentre sur la ligne de démarcation entre Kalak et Mossoul. Comme autour de Bagdad, il s'agit de détruire les positions de défense irakiennes. Selon un officier des renseignements kurdes, en effet, ces bunkers sont en général occupés par des fédayines de Saddam, des troupes beaucoup plus combatives que l'armée régulière. Depuis quelques jours, ces fédayines ont abandonné leurs positions les plus exposées. Aujourd'hui, ce sont les combattants kurdes qui s'y installent. Kirkouk, la ville pétrolifère tant convoitée, n'est pas loin, mais sa conquête pourrait être plus difficile que prévu. Peu à peu, les Peshmerga en prennent la mesure. Bagdad a de nouveau été la cible de nombreux bombardements aujourd'hui. Une nouvelle série d'explosions qui a secoué la capitale irakienne et sa périphérie. Et en début de soirée, un missile s'est abattu sur un quartier résidentiel provoquant 2 importants incendies. Selon la chaîne Al Jazeera, il y aurait des morts et des blessés. Stéphane Dubin, vous êtes en direct de Bagdad. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce dernier bombardement ? Oui Louis, ce qui est sûr, c'est que je peux vous confirmer qu'effectivement un ou plusieurs missiles sont tombés sur ce quartier donc de Karada. C'est dans le centre de Bagdad, c'est un quartier résidentiel où il y a aussi de nombreux commerces. Je vous confirme aussi qu'il y aurait donc 2 incendies en cours, mais je ne dispose pour l'instant d'aucun bilan précis. Ce qui est sûr, c'est que toute la journée, les bombardements ont été incessants et réguliers sur les positions de la garde républicaine au nord-ouest de Bagdad. Le pilonnage régulier continue d'ailleurs en ce moment même. L'autre cible, c'est également la caserne des fédayines de Saddam. C'est une caserne donc qui est strictement limitée, on ne peut pas y accéder, c'est vraiment un espace très surveillé et c'est un bâtiment dont j'ai pu m'approcher 3 heures avant les premiers bombardements et j'ai distinctement vu de nombreuses positions militaires enterrées et j'ai également vu des canons de 57 mm qui étaient donc protégés sous des filets de camouflage. Enfin, autre cible, c'était ce matin, juste à 500 mètres là devant nous, c'était encore dans le quartier présidentiel de Bagdad, et il s'agissait cette fois d'un bâtiment de renseignement qui, semble-t-il, était sous la protection du fils de Saddam Koussaï. Et donc ce bâtiment a été frappé face à nous de plein fouet par 4 missiles Tomahawk. Stéphane, vous le disiez et vous le vivez, surtout les raids aériens sont incessants. Que font les habitants de Bagdad pendant tous ces bombardements ? Les habitants de Bagdad essayent de continuer de vivre comme d'habitude. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde dans les rues, bien évidemment. La seule animation aujourd'hui, c'était une parade militaire, donc une parade avec des civils en armes, des paramilitaires en armes. Tous étaient encadrés par les membres du parti Baas. Donc évidemment, c'était fusil en main, peut-être le voyez-vous sur ces images, devant des sacs de sable, des mitrailleuses pointées vers le ciel. Comme vous le voyez donc sur ces images tournées donc sous contrôle irakien, je vous le rappelle, la propagande est en marche. C'est un message évidemment à destination des troupes américano-britanniques qui ne seraient plus, je vous le rappelle, qu'à une centaine de kilomètres d'ici. Merci Stéphane Dubin en direct de Bagdad. Malgré les conditions très difficiles et vous le savez maintenant très dangereuses dans lesquelles travaillent nos envoyés spéciaux, Hervé Dino, Salah Agrabi et Pierre Guény sont partis aujourd'hui à la rencontre des Bagdadis qui se préparent donc à la guérilla urbaine. Les civils et les paramilitaires achètent des treillis et fourbissent leurs armes. Sur les marchés de la capitale irakienne, la couleur kaki domine. Ici, ce sont les hommes qui font leurs emplettes. Avant de mener l'ultime combat, le siège de Bagdad, les civils achètent des treillis. Les militaires, eux, se font confectionner des uniformes.
Avant la guerre, je vendais 2 trillis par jour. Maintenant, j'en vends une quinzaine. Dans la rue d'à côté, ces jeunes militaires, eux, vont s'offrir un moment de détente. Au programme de ce cinéma, un film franco-allemand des années 80, son titre, Prélude à l'extase. Les civils, eux, sont déjà sur le pied de guerre, les armes sont prêtes. Hassan est mécanicien. Dans son atelier, il initie ses jeunes voisins au maniement de la Kalachnikov. Moi, l'État m'a donné des armes. J'en ai ici et aussi à la maison. J'ai appris à mon fils à s'en servir. Et je peux vous dire que mon gamin, il n'a que 6 ans. Mais il se débrouille drôlement bien. En face de l'atelier de Hassan, des hommes tapent dans leurs mains pour attirer notre attention. Ils sont sourds et muets. Mais eux aussi veulent s'exprimer. Leur message est clair. Ces bombardements sont injustes et ils font peur aux enfants. Qu'ils soient sourds, muets ou qu'ils aient encore l'usage de la parole, tous les Irakiens tiennent le même langage. Ils haïssent les Américains et ils les attendent de pied ferme. Les troupes américaines et britanniques qui s'efforcent de gagner la confiance du peuple irakien commencent à comprendre que la distribution d'eau et de nourriture ne sera pas suffisante pour venir à bout de leur hostilité. Mais pour empêcher que cette guerre n'entraîne un véritable drame humanitaire, l'urgence aujourd'hui est bel et bien l'approvisionnement des habitants du Sud qui manquent de tout. Claude Guénaud. Dans le sud de l'Irak, désormais occupé par les forces américano-britanniques, les livraisons de vivres et surtout d'eau potable ont commencé. 11 jours après le début de la guerre, la question du ravitaillement de la population était devenue dramatique. Depuis hier, les premières citernes d'eau potable sont arrivées en provenance du Koweït. Une distribution effectuée sous le regard des militaires britanniques et dans une immense cohue. Quelques kilomètres plus au sud, la ville portuaire d'Oum Kassar, conquise par les Britanniques après 5 jours de combat. Ici également, l'approvisionnement en eau est le problème numéro 1, avec seulement 2 camions-citernes par jour pour 40 000 habitants. Les femmes, les enfants, où est le lait pour les bébés? Ça fait 12 jours. 12 jours qu'on n'a rien. Il y a 10 jours ici, tout allait bien. Maintenant, rien ne va plus. Qui est responsable? Saddam Hussein ou Bush? À 180 km de la frontière avec le Koweït, juste quelques heures après la fin des combats, la population de Nasiriyah a reçu aujourd'hui un camion de farine de la part des Marines américains. Ici, les gens n'ont presque rien. C'est très dur pour eux d'obtenir de l'eau, de la nourriture. Et là, ils voient la différence. C'est tout le mérite des Marines d'avoir apporté de la nourriture. Mais les organisations humanitaires sont surtout très inquiètes de la situation à Bassora. La deuxième ville de l'Irak, avec ses 2 millions d'habitants, manque cruellement d'eau potable depuis le début de la guerre. L'UNICEF dispose d'une 50aine de camions-citernes prêts à être acheminés. Mais pour l'instant, cette aide ne peut franchir les lignes de combat. Et dans la ville d'Oum Kassar, l'armée américaine recrute. Les Alliés ont besoin de main-d'œuvre pour remettre en état les installations portuaires et pour décharger les navires qui transportent le ravitaillement. Ce sont des opposants à Saddam Hussein débarqués à la suite des troupes qui sont chargées d'organiser le travail. Jennifer Alberts. Ces habitants d'Oum Kassar, entourés de militaires de la coalition, ne sont pas des prisonniers de guerre. Ils cherchent tout simplement un emploi. Ces hommes en uniforme ne sont pas vraiment des soldats, mais des opposants au régime de Saddam Hussein, revenus au pays avec l'armée de coalition. Et eux proposent des emplois. L'opération semble avoir beaucoup de succès, comme le montrent ces images de l'armée britannique, et les volontaires nombreux. Nous avançons à pas de géant parce que, comme vous le voyez, nous leur parlons, nous les rassurons tout le temps. Et en leur montrant que nous sommes des humains et pas des monstres, finalement, nous gagnons leur confiance. 2000 dockers doivent être recrutés. Leur futur emploi, remettre en état le port d'Oum Kassar et décharger les vivres de l'aide humanitaire. Les choses se font dans les règles de l'art, quasiment en plein air. Entretien avec les recruteurs, bref, visite médicale sous une tente de l'armée. L'opération tient autant du souci d'efficacité que des relations publiques, alors que l'on se bat encore
à quelques kilomètres de là. Une quinzaine de soldats américains auraient été blessés dans un camp au nord du Koweït. Un camion aurait foncé sur eux. Pour l'instant, les autorités militaires américaines ne savent pas s'il s'agit d'un accident ou d'un acte terroriste. Pour le commandement en chef basé à Doha au Qatar, l'opération militaire se déroule comme prévu. Le général Tommy Franks parle même, je cite, de progrès remarquables. D'après lui, les premières troupes se trouveraient maintenant à moins de 100 km de Bagdad. Tommy Franks a ajouté qu'il ne pouvait pas dire combien de temps durera la guerre. Malgré ses discours officiels et ses propos rassurants, les difficultés rencontrées par les soldats américains commencent à susciter la polémique aux États-Unis. D'après l'hebdomadaire New Yorker, à paraître demain, plusieurs stratèges du Pentagone mettent en cause directement le secrétaire d'État américain. Christian Mallard, vous êtes en direct de Washington. Les critiques envers Donald Rumsfeld commencent donc à se faire entendre. C'est vrai que pour la première fois, en effet, aujourd'hui, les stratèges militaires du Pentagone accusent ouvertement Donald Rumsfeld de ne pas avoir tenu compte de leurs recommandations et d'avoir sous-estimé deux choses qu'ils jugent fondamentales. Tout d'abord, l'engagement des troupes nécessaires au sol. En effet, dès le départ, M. Rumsfeld pensait qu'avec 40 000 hommes, on pourrait faire tomber le régime de Saddam Hussein. Et aujourd'hui, les militaires sont en train de lui dire « mais vous faites fausse route, il faut repenser la guerre et il nous faut 350 000 hommes au sol ». Et puis il y a un deuxième point, on lui reproche aussi d'avoir sous-estimé la résistance irakienne. Alors, je sais bien que dans ce pays, les divisions entre les militaires et les politiques ont toujours existé, mais force est de constater que pour la première fois, la pomme de discorde éclate au grand jour très rapidement, seulement 9 jours après les combats. Et j'ajouterai que la CIA en veut aussi à M. Rumsfeld, parce qu'elle, dit-elle, il n'a pas tenu compte de rapports qu'on lui a remis et dans lesquels on disait très clairement que le régime de Saddam Hussein n'allait pas être abattu comme un château de cartes. Christian, est-ce que cette polémique et ces premières critiques peuvent néanmoins déstabiliser George Bush ? Pour l'instant, si je me réfère au sondage d'aujourd'hui, 75% des Américains interrogés soutiennent encore George Bush. Et c'est vrai que ses principaux rivaux démocrates, à 18 mois de l'élection présidentielle, ne représentent pas pour lui une réelle menace. Mais je sens bien depuis quelques heures, depuis quelques jours, la presse américaine devient beaucoup plus agressive vis-à-vis de l'administration et je dirais même dubitative sur l'avenir en disant très clairement par exemple que l'opinion publique n'acceptera pas forcément qu'une guerre soit longue et qu'elle soit coûteuse en vie. En effet, on redoute ça dans ce pays. Rappelons aussi qu'on est en pleine crise économique et c'est vrai que les compagnies licencient à tour de bras et que c'est cette même crise économique qui a coûté la victoire à George Bush il y a 12 ans, après la première guerre du Golfe, face à Bill Clinton. Et puis la presse se demande aussi finalement si George Bush, en voulant faire la guerre soi-disant pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, n'est pas en train de provoquer des bouleversements considérables, incontrôlables peut-être à l'avenir, dans une région qui est déjà fortement explosive. Merci Christian Mallard. Nous restons aux États-Unis où les pacifistes et notamment le mouvement des vétérans pour la paix essaient de faire entendre leur voix, des voix différentes dans une Amérique qui soutient toujours son président. La guerre, ces anciens du Vietnam et du Golfe la connaissent et c'est la raison pour laquelle ils la combattent. Le reportage à San Francisco de Marie-Pierre Courtelmont et Jean-Jacques Buty. Sur la bannière, le symbole de la paix a remplacé les étoiles. George brandit fièrement ce drapeau américain des anti-guerres. Comment ça va les gars, en forme? À 59 ans, George est un membre très actif du mouvement des vétérans pour la paix. De haute lutte, l'association a obtenu un bureau dans l'immeuble des anciens combattants de la ville de San Francisco. Et chaque jour, d'anciens soldats des dernières guerres menées par l'Amérique passent ici exorciser le passé. Pour George, c'est le Vietnam. Au début, vous assumez de tirer depuis un bateau sur des cibles militaires. Mais un jour, j'étais en contact radio avec la personne qui guidait mes tirs. Et il a dit: on a la boucherie en ligne de mire. Si tu étais là, tu verrais les papis, les mamies et les enfants détalés. Et depuis, je rêve de ça. J'en rêve toujours, 38 ans après, oui, 38 ans après. Je pense que c'est ma responsabilité, tant que je suis là, de faire un monde meilleur pour mes enfants, mes petits-enfants et tous les enfants de la Terre. À travers les États-Unis, 5000 vétérans adhèrent aujourd'hui à l'association. Des anciens comme des plus jeunes.
Mark et Dan, qui étaient de la première guerre du Golfe en 91. Ensemble, ils sillonnent la ville, ses écoles, ses entreprises pour livrer leur expérience. Ici, Dan organise à l'heure du déjeuner une conférence devant ses collègues de travail. Nous avons détruit les dépôts d'armes irakiens pendant la campagne aérienne. Puis, après la guerre au sol, l'armée américaine a dynamité ce qu'il restait. Elle a donc dynamité des armes chimiques. Les vétérans y sont allés. Ce sont des gens qui comprennent la guerre sous un autre angle que moi, qui vient de l'extérieur. Et je pense que c'est très important d'écouter leur expérience. Ma définition du patriotisme serait de savoir prendre la mesure du pays dans lequel on vit, de comprendre ce pays, ses forces et ses faiblesses, et de promouvoir ses forces, mais en même temps de reconnaître ses faiblesses pour essayer de l'améliorer et de garder une société dynamique. Et les vétérans pour la paix sont de toutes les manifestations anti-guerre, très demandés par les organisateurs, tant ils sont dérangeants par leur expérience. Et les manifestations anti-guerre se sont poursuivies aujourd'hui un peu partout dans le monde, et notamment au Maroc, où plus de 150 000 personnes ont défilé dans les rues de Rabat pour protester contre la guerre en Irak. Il s'agit de la première grande manifestation organisée au Maroc depuis le début du conflit. Des affrontements ont éclaté entre les protestataires et les forces de sécurité. Un policier a même été grièvement blessé. Le djihad islamique a revendiqué l'attentat de Netanya en Israël qui a fait ce matin une trentaine de blessés. Cette action kamikaze a été dédiée au peuple irakien. Il s'agit du premier attentat suicide palestinien depuis le début de la guerre en Irak. Fabrice Turpin. La panique et l'horreur à Netanya. Une fois de plus, le scénario catastrophe de l'attentat suicide d'un Palestinien s'est répété dans cette ville balnéaire israélienne. Il y a au moins 30 blessés, dont 5 grièvement, et un dans un état critique. Par terre, un seul corps inerte, déchiqueté, celui du kamikaze. Mais on a frôlé le carnage. Le jeune homme de 25 ans, en effet, n'a pas osé rentrer dans ce café très fréquenté à cause de la présence de militaires israéliens. On savait que ça devait arriver, que certains profiteraient de la guerre en Irak pour faire des victimes dans notre pays. Nous nous attendons d'ailleurs à d'autres actions encore plus dramatiques, et ça, tant que durera le conflit en Irak. Ces derniers jours, avec l'enlisement de la guerre en Irak, la tension était montée d'un cran entre Israéliens et Palestiniens. L'état d'alerte avait même été renforcé. Il s'agit du 5e attentat suicide à Netanya en 2 ans et demi. Au total, 41 personnes y ont trouvé la mort. La guerre en Irak interpelle bien évidemment la communauté musulmane de France, une communauté révoltée par l'offensive américano-britannique, mais fière de la position française. Les commentaires devant la télévision sont très nombreux. Des propos recueillis à Nice par Stéphane Amar et Jean-Marc Sarrat. Au cœur de Nice, dans le snack kebab d'Hichem, l'Irak est un sujet de conversation incontournable. La clientèle est surtout constituée d'habitués, des musulmans en grande majorité. Les images de télévision suscitent ici invariablement le même genre de commentaires. Apparemment, les États-Unis veulent conquérir le monde entier. Nous, on veut être libres. Point final, les Irakiens, c'est simplement des êtres humains. C'est pas des animaux, ça, il faut qu'ils le sachent. Des images curieuses qu'on croirait tout droit sorties des archives locales. Moi, je me sens que c'est une attaque contre les Arabes et on précise aux musulmans. Parce que l'islam maintenant, dans tous les pays du monde, est attaqué par tout le monde. Voilà. Et je veux dire que l'islam, c'est pas tuer le monde, ne sont pas des terroristes, comme ils sont en train de dire. Saddam, c'est un dictateur, George Bush, c'est un dictateur. Voilà. Moi, c'est-à-dire de ma connaissance, en tant que jeune, je ne connais pas grand-chose dans la politique. Pour moi, le président que je respecte le plus dans ce monde, c'est pas pour dire, c'est Chirac. C'est un homme de loi, c'est tout. Basta. Cette reconnaissance envers le président français, c'est aussi le sentiment d'une fierté retrouvée. Défendre l'honneur du peuple arabe envers et contre tout. Saddam, c'est un homme qui défend ses droits comme tout le monde, quoi. C'est un président que j'estime bien. Voilà. Et pour moi, c'est un homme fort. Il a dit non aux Américains. Et voilà ce qu'il faut dire. Moi aussi, je dis non aux Américains.
Dans le snack, certains habitués sont des Français de souche. Ils affirment partager la colère des musulmans, mais sans doute pas l'intégralité de leurs propos. Si vous voulez nous faire parler, on aura à peu près les mêmes idées que tout le monde. C'est-à-dire, bon, on est contre la guerre. Après, le fond, exactement, on n'a peut-être pas toutes les données pour pouvoir répondre, mais bon, il vaut mieux pas en parler parce que, suivant les idées, on risque de ne pas être d'accord, de se disputer, alors qu'il vaut mieux manger un bon kebab de chez Hichem et c'est meilleur. Dans la tourmente, les musulmans de France semblent avoir trouvé un vrai motif de satisfaction, celui d'être en phase avec la communauté nationale. La nuit dernière, la synagogue de Massy dans l'Essonne a été la cible d'un acte antisémite. Un cocktail Molotov a été lancé contre un mur du bâtiment. La bouteille enflammée a partiellement donc endommagé la synagogue. Avec le décès hier du médecin italien qui avait le premier diagnostiqué la pneumonie atypique, l'inquiétude grandit dans le monde, et notamment aux États-Unis et au Canada. L'épidémie continue de se propager. Le nombre de victimes continue lui d'augmenter. Plus de 1600 cas recensés, dont au moins 58 mortels, essentiellement en Chine et à Hong Kong. Isabelle Sabourou. Désinfectée, lavée, Hong Kong est prise d'une frénésie de nettoyage. La peur du syndrome respiratoire sévère a gagné toute la ville. Le territoire enregistre une progression record du virus. 60 nouveaux cas en une journée, 13 morts en 3 semaines. Particulièrement touché, le quartier résidentiel d'Amoy Gardens. Les habitants ont commencé à fuir les lieux. Je pars pour 2 semaines. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti avant ? Parce que je ne savais pas où aller. Je ne voulais pas infecter ma mère en allant chez elle. Près de 60 personnes dans le monde ont succombé à cette pneumonie atypique. Plus de 1600 ont été contaminées. À Atlanta, au centre de contrôle et de prévention des maladies, on s'inquiète de la progression rapide du virus. Ce que nous savons du virus nous fait penser que les possibilités d'une infection d'un grand nombre de personnes sont très élevées. Au Vietnam, l'hôpital franco-vietnamien d'Hanoï n'abrite plus que 4 personnes malades, dont 2 médecins français. Quant à l'équipe française du SAMU envoyée en renfort il y a 2 semaines, pour éviter tout risque de contamination, elle doit patienter encore quelques jours avant de rejoindre la France. Nous sommes tout à fait conscients des risques éventuels qui pourraient être pris, qui ont été pris éventuellement par d'autres. Et donc, il est hors de question de mettre en jeu un risque pour qui que ce soit. Le docteur Fleury et les 10 membres du SAMU doivent quitter Hanoï mercredi soir par avion de ligne. Un peu de sourire dans ce journal, l'actualité est très chargée, mais on va parler de sport avec l'Angleterre qui succède à la France au palmarès du tournoi des 6 nations. Cet après-midi à Dublin, les Anglais se sont largement imposés face à l'Irlande. Une victoire 42-6 pour le 15 de la Rose, synonyme pour les Anglais du 12e grand chelem de leur histoire. Antoine Chusville. Ils l'ont sûrement déjà oublié, mais les rugbymen anglais ont connu la peur et le doute dans les premières minutes de cette finale du grand chelem. Les Irlandais maillot vert débutent la rencontre sur un rythme élevé. Devant 45 000 supporters qui attendent l'exploit de leur équipe, Humphreys passe un drop dès la 5e minute. L'Irlande mène au score. Surprise, l'Angleterre va pourtant réagir rapidement avec un essai de Dalaglio dès la 9e minute. Les Anglais auront douté moins d'un quart d'heure car ils prennent alors le contrôle de la rencontre. Mieux organisés, plus rapides et plus costauds, ils ne seront pas inquiétés. L'équipe d'Irlande tient jusqu'à cette percée de Tyndall à la 60e minute. L'Angleterre s'envole au tableau d'affichage. La fin de match est très difficile pour des joueurs irlandais débordés par le pack anglais. Ils encaissent un nouvel essai à la 65e minute. Dans les arrêts de jeu, les fautes irlandaises se multiplient et permettent à l'Angleterre d'inscrire 2 nouveaux essais, dont celui-ci de Greenwood. Les Anglais s'imposent donc sur le score très sévère de 42-6. Depuis quelques années, nous sommes souvent passés près de la victoire. Nous avions une grosse pression avant ce match qui a été très difficile. Mais les garçons ont réussi une belle performance. Nous méritons ce succès. Pour la première fois de son histoire, l'Angleterre remporte le Grand Chelem dans un tournoi à 6 nations. Impressionnant dans tous ces matchs, y compris face à l'équipe de France, ce 15 anglais s'impose comme l'un des favoris de la Coupe du Monde qui se disputera à l'automne en Australie.
Plusieurs dizaines d'archéologues du monde entier interpellent les gouvernements américains et britanniques pour protéger les milliers de sites archéologiques en Irak. L'ancienne Mésopotamie, berceau de l'humanité, possède en effet une richesse inestimable, un patrimoine aujourd'hui menacé par la guerre. Richard Tripot, Marc Félix. C'est la ville où serait né Abraham, Our, à 300 km au sud de Bagdad, ancienne capitale de la Mésopotamie. Trésor du patrimoine irakien, tout comme Uruk, l'une des premières cités connues au monde où l'on découvrit les plus vieilles écritures de l'humanité. Ces cités, ces palais construits en argile et en briques ont mal résisté à l'usure du temps. Mais leurs vestiges nous font remonter à l'origine de notre civilisation. Au nord de l'Irak, les constructions en pierre ont mieux résisté. Voici les villes des rois assyriens, Ninive avec sa grande bibliothèque. Assour, mais surtout Nimroud, situé à une quarantaine de kilomètres de Mossoul. Là, il y a seulement 2 ans, des archéologues ont mis au jour des statues monumentales représentant des lions ailés dans un palais royal. Des sculptures vieilles de près de 3000 ans. Autant de sites aujourd'hui menacés par la guerre et ses conséquences. Il y a les dommages qu'un bombardement qui ne vise pas exactement cette cible-là et puis une erreur qui fait qu'une bombe tombe sur un site archéologique. Alors vous avez des cratères qui endommagent terriblement le site, c'est un premier type de crainte. Et puis ce qui est peut-être encore plus à redouter, c'est la période de désorganisation qui risque de suivre, au cours de laquelle il peut y avoir des pillages. Alors, pour tenter de limiter les risques, l'UNESCO a envoyé aux Américains une carte des sites irakiens susceptibles d'être classés au patrimoine de l'humanité. La réaction de l'observateur américain auprès de l'UNESCO a été de dire merci de nous avoir donné ces informations sur les sites. Donc on avait envoyé un document avec une carte et ensuite il a dit est-ce que vous avez aussi des informations sur les musées ? L'Irak compte en effet aujourd'hui une dizaine de musées situés dans des zones à risque comme Bagdad, Mossoul, Kirkouk, Bassora. Des musées qui abritent les œuvres d'art découvertes sur les sites archéologiques proches et qui, eux aussi, pourraient souffrir de la guerre. Une guerre qui oublierait que sur cette terre irakienne souffle le vent de 6000 ans d'histoire. Prochain rendez-vous avec l'info le soir 3 à 22h40 avec Jean-Sébastien Fernandez. Juste après France Europe Express, une édition spéciale consacrée à l'anti-américanisme. À noter que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sera l'invité jeudi soir d'un France Europe Express exceptionnellement programmé à 21h. Excellente soirée, très bonne semaine et merci.